Mais ce pays se développe pas seul. Il se développe pas seul. Il se développe à travers des hommes. Donc vous devez former un capital humain de qualité pour pouvoir transformer, je dirais, ce potentiel-là, créer des richesses et les répartir. Mais ces hommes, une fois qu'ils sont là et que vous les avez formés, ils ne peuvent pas comme ça seuls transformer. Il faut un minimum d'infrastructures. Et ce sont donc le développement des infrastructures qui créent les conditions qui permettent d'exploiter les ressources et de véritablement créer des richesses. En particulier, vous savez également que le développement d'un pays et la croissance est d'abord tiré par le secteur privé. Le rôle de l'État, c'est de développer le capital humain, de développer les infrastructures et de créer les conditions propices pour attirer l'investissement privé qui, lui, véritablement, crée les entreprises, crée des emplois, génère des revenus qui permettent à l'État également d'assurer la continuité du développement et de répartir cette richesse. Donc, on ne peut pas développer un pays sans infrastructure. Je dirais que, d'ailleurs, l'histoire même de la Côte d'Ivoire est une histoire d'infrastructure. Si vous regardez les 20 premières années du développement de la Côte d'Ivoire, qu'on a appelé miracle ivoirien, le président de la République, le président Houphouët, à l'époque, a fondé ce développement rapide, cette accélération, sur le développement sur l'agriculture, donc l'agriculture de rente, café et cacao, sur les infrastructures, ports, aéroports, routes, et sur le développement du capital humain. Donc les infrastructures sont l'investissement nécessaire pour permettre l'investissement qui permet le développement. Donc je ne vois pas les ponts, les routes, etc. Ils ne sont pas faits pour la beauté des yeux. Encore que s'ils sont beaux, c'est pas plus mal. Mais en réalité, ils servent, je dirais, c'est des investissements dans le secteur des transports, en général, comme on dit, donc port, aéroport, route, pont, et ils visent à, comme je le dis, accroître l'investissement privé pour permettre le développement. C'est pas mal d'embellir, monsieur le représentant du candidat, et c'est bien pour notre pays, on est tous fiers d'ailleurs. Mais la Côte d'Ivoire, vous le savez certainement aussi, occupe la 157e place mondiale en matière d'indice de développement humain. Est-ce une place honorable pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Vous savez, quand on utilise ces indicateurs pour comparer, etc. Mais c'est important aussi. Non, mais je n'en disconviens pas, hein, c'est extrêmement important. Hein. Donc l'indice de développement humain, il y a les questions qui touchent à l'éducation, à la santé, au pouvoir d'achat, etc. Mais je pense qu'une fois de plus, vous comparez par rapport à un standard ou vous comparez par rapport à l'effort qu'on a fait. Parce que je le répète encore et je le dis, on l'oublie trop souvent. Expliquez-nous. Mais est-ce que vous savez d'où le pays vient? En 2011, quand le président Alassane Ouattara prenait le pays en main pour le diriger, est-ce que même nous qui étions avec lui, nous n'avons jamais imaginé que 15 ans après, nous serions avec un pays là où il est aujourd'hui? Ne serait-ce même que sur les questions de sécurité. Quand on sortait, on tirait encore dans les rues d'Abidjan, les frontières n'étaient pas sûres, on se disait est-ce qu'on va arriver à la sécurité? Il y en a qui étaient à l'extérieur, ils n'osaient pas rentrer. On était dans un environnement. Vous imaginez qu'en 15 ans, on a fait des progrès mais énormes. Donc le niveau d'IDH qu'on a aujourd'hui, on regarde, je dirais, d'où on vient, mais est très respectable. Et dans les 5 prochaines années, on va continuer de faire les efforts dans le capital humain, dans la santé, etc. Et on va, comme pour beaucoup d'autres indicateurs, dépasser des pays qui, eux, n'ont jamais même connu de crise. Donc, je vous prie toujours de prendre en compte non seulement le niveau auquel nous sommes de cet indicateur, mais de prendre également en compte d'où on vient et l'effort qui a été fait. Parce que quand on regarde la progression de l'IDH que nous avons eue, il est parmi le 4e meilleur au monde. La 4e performance meilleure au monde en matière d'IDH. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut considérer. Nous, on est très heureux de ça. Naturellement, on ne dit pas que tout est bien, que tout est fini. C'est bien pour ça qu'il y a cette ambition, cette vision 2030, pour continuer à poursuivre les progrès que nous avons commencés il y a 15 ans maintenant. Et cette vision, c'est pour une grande Côte d'Ivoire, comme vous le dites. Et je pense qu'on va améliorer aussi dans le secteur de l'éducation. Pardon, le secteur de l'éducation, par exemple, c'est vrai, des efforts ont été faits. On était à 294 collèges, lycées et collèges qui étaient construits. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 902. Ça fait quand même des efforts considérables. Mais on va devoir admettre que les effectifs restent pléthoriques, et notamment à Abidjan, où peut-être il y a une question de répartition des effectifs. Et puis, il y a aussi quand même des écoles de fortune qui existent encore. Moi, je viens d'une région, le Bafing-Touba, où ces écoles-là continuent de ne pas refléter la volonté de grandeur de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre. Oui, je voudrais dire que là, encore une fois de plus, vous allez croire que c'est une forme d'excuse, mais quand on regarde les taux, je dirais, d'achèvement de l'école en 2011, par exemple le primaire, on est parti de 54% à 85%, c'est-à-dire qu'en 2011, il n'y a pas la moitié de ceux qui commençaient les classes de primaire qui l'achevaient, qui arrivaient au CM2. Quand vous prenez le collège, donc, c'est pratiquement le tiers, je dirais. Il n'y a pas plus du tiers des élèves qui commençaient la 6e qui arrivaient en 3e.
Aujourd'hui, ces taux sont autour de 85%, 80%. Donc, la décision du président Ouattara, de rendre l'école obligatoire de 6 à 16 ans, a apporté un boost énorme dans l'accroissement, je dirais, des élèves qui achèvent un cycle, qui ne soient pas en cours de cycle. Deuxièmement, on a construit quand même 31 000 classes. 31 000 classes pour pouvoir absorber justement ce surcroît d'élèves liés à l'école obligatoire. Et ça a permis effectivement de les absorber. On continue, je dirais, de faire le travail parce que le sujet est que l'enseignement général évolue dans un cycle, je dirais, jusqu'en terminale, avec pour donc espoir d'aller à l'université. Mais de plus en plus, on se rend bien compte que l'enjeu est l'employabilité et que l'employabilité, souvent, appelle à un développement de l'enseignement technique et professionnel beaucoup plus important. Parce que ce n'est pas tous les élèves qui sont appelés à avoir les capacités de faire des études supérieures et universitaires. Et notre ambition, c'est de développer l'enseignement technique et professionnel, donc les écoles d'enseignement technique et professionnel, de passer de 6 à 7%, où on est actuellement à 15%, et d'orienter des élèves vers les formations techniques et professionnelles. Mais également, cela permet bien sûr d'avoir moins d'élèves en enseignement général, mais également d'avoir des élèves qui peuvent avoir une meilleure employabilité. Maintenant, pour ceux qui sont en enseignement technique et professionnel, ils ont également la possibilité, dans cette filière-là, de faire de l'enseignement supérieur. Donc, ça améliore l'employabilité, ça permet également, je dirais, de ne pas avoir un trop-plein dans l'enseignement général de gens qui pourraient, à terme, ne pas être employés. Donc, on a fait, dans cette première phase, un travail de massification, où on fait en sorte que le maximum d'une classe d'âge soit éduqué. On va maintenant passer à une meilleure employabilité de ces jeunes et également, bien sûr, une amélioration de la qualité de l'enseignement en leur permettant d'être orientés là où ils ont le plus d'aptitudes. Tout le monde n'a pas les aptitudes de faire l'enseignement général, mais s'ils n'ont pas l'opportunité de faire ici et là l'enseignement technique et professionnel, ils restent dans quelque chose qui, d'après fait qu'on a un trop plein, comme vous dites, d'élèves dans des classes d'enseignement général, mais également réduit l'employabilité et quelquefois touche à la qualité. Monsieur le représentant du candidat, avant que Jérôme ne pose sa question, vous savez, dans l'imaginaire collectif, l'enseignement professionnel reste la voie des échoués. C'est comme ça qu'on perçoit. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous allez changer cette perception dans le prochain quinquennat? Et je crois que c'est la communication, hein, comme dans beaucoup de secteurs, il y a véritablement de la communication à faire, puisque on le sait aujourd'hui, dans beaucoup de pays en développement et développés, l'essence même, je dirais, de l'accélération du développement tient à la capacité à transformer, comme je dis, à industrialiser, et donc à privilégier le développement des sciences et de la technologie. Voilà. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, dans une cohorte, je dirais, d'une génération d'élèves en enseignement secondaire, on a 15, des fois 30%, dans certains pays asiatiques, jusqu'à 50% de l'enseignement qui est de l'enseignement technique et professionnel. Parce que les usines, justement, la transformation, mais également un certain nombre de secteurs, la construction et d'autres secteurs, ont besoin de personnes qui ont, je dirais, des capacités professionnelles dans certains secteurs. Dans nos environnements, certainement parce que le système ne permet pas toujours d'évoluer ou ne permettait pas toujours d'évoluer dans l'enseignement supérieur, on a mis, je dirais, dans la tête d'un certain nombre de personnes que c'est une demi-formation, c'est une formation au rabais pour ceux qui n'auraient pas réussi dans la voie de l'enseignement général. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a un problème d'employabilité. Vous faites de l'enseignement général, vous arrivez à un certain niveau. Lorsque vous quittez le système scolaire parce que vos aptitudes ne vous permettent pas d'aller plus loin, vous ne savez plus quoi faire de vos 10 doigts. Pendant le même temps, on a besoin de maçons.